d'être là avec vous ce soir. J'ai déjà été présentée, moi c'est simplement Dr. Jessica Melon, je suis médecin cardiologue. J'ai la lourde mission de vous entretenir sur l'obésité et ses conséquences sur le cœur. Alors, on a eu un examen un peu second. Je précise que ça va être très interactif. Bonjour docteur, je viens d'avoir un IMC supérieur selon certaines normes. Voilà. Et après, ce IMC peut dépendre de beaucoup de choses selon le continent et aussi qu'il y ait eu des maternités ou pas. Bref, c'est un dépassement. À côté de ça, une fois qu'on est obèse, on peut être sujet à plusieurs types de maladies. Et comme vous disiez à l'instant, par rapport au cœur, de ce que moi je sais, la graisse peut venir jusqu'à même enrober les vaisseaux sanguins qui entourent le cœur et donc causer de graves dommages à la personne en fait obèse. Maintenant, quant aux dégâts dans le fond, je ne saurais les décrire sur le plan médical, mais on dit non, ça peut par exemple créer un AVC, ou bien des difficultés à respirer, bref, c'est ce que je sais. Merci. Alors, donc, comme je disais, beaucoup de notions sont sorties, donc on va commencer. On n'a pas de pointeur, mais notre ami va nous aider à décrire au fur et à mesure qu'on va avancer. C'est un monsieur dont on ne va pas donner le nom, qui est âgé de 56 ans. Sa profession, c'est qu'il est chef d'entreprise. C'est un patient qui a plusieurs entreprises qui gèrent en télétravail, c'est-à-dire qu'il travaille apparemment et qui vient consulter pour une douleur dans la poitrine. C'est un patient qui a été reçu, qui avait très mal dans la poitrine, c'est ça qu'on appelle une douleur thoracique, avec des difficultés à respirer. Quand on lui a pris la tension artérielle, elle était très élevée, le cœur était rapide à l'examen. Vous allez voir quelque part, c'est mis SAO2, c'est la saturation d'oxygène. Ça nous permet de voir quelle quantité d'oxygène l'organisme capte quand on respire. C'était plutôt bas. Et ce sujet pesait quand même 136 kg pour une taille de 165 cm. Tout à l'heure, quand Madame est intervenue, elle a parlé de l'IMC. On a calculé son IMC qui était de 49. Donc il était très élevé. Tout à l'heure, on va revenir sur les dents. À l'examen, on avait une aide de fiscal. Et finalement, quand on est allé au bout chez ce patient, on a découvert quelque chose qu'on appelle une embolie pulmonaire. On va revenir tout à l'heure à ça. Parlons de la description qui a été faite de ce patient, de ce que nous avons retrouvé à l'examen et de ce qu'il a eu comme pathologie. Est-ce qu'il a compris quelque chose? Je dis qu'il a, qu'il a eu des douleurs thoraciques, des difficultés respiratoires. Et quand on regarde son poids et que l'on compare à sa taille qui est de 1m65, 1m65 avec un poids de 136, je pense que ça fait beaucoup. C'est peut-être ça qui a créé en fait les difficultés respiratoires à son niveau. Et je pense même que, voilà, l'examen physique cœur, je pense même au niveau du cœur, je crois que ce sera aussi un peu difficile pour lui à la longue. Enfin, s'il reste comme ça. C'est ma façon d'interpréter la chose. Sa chambre. Donc c'est quelqu'un qui est obèse parce que son IMC est élevé, mais une autre particularité, c'est qu'il est constamment chez lui à la maison, donc il n'a pas d'activité. Et il ne bouge pas. On va dire qu'il est sédentaire. Donc, tout le temps, il est là, en place. Donc, on peut dire que la graisse, ça s'accumule. Donc, pour se déplacer et brûler ces calories-là, lui ne le fait pas. Donc, la sédentarité a contribué à son obésité. Merci beaucoup. Et ça, on le voit tout de suite. Liliane a bien dit qu'il y a la sédentarité. Je peux vous le dire avec l'expérience des patients que ce n'est pas que la sédentarité parce que le patient il est chez lui avec le télétravail et qu'il ne va pas bouger. Mais c'est aussi sa façon de se nourrir. Très probablement, s'il ne sort pas de chez lui,
il va manger que d'apporter, que de commercial, il ne va pas se préparer les plats. Je me rappelle d'une patiente de la Côte d'Ivoire qui mangeait dans son lit. Ouais, donc c'est une hygiène où ce n'est pas forcément que sédentarité, quand on dit la sédentarité, c'est la manque de l'activité physique. Mais la sédentarité, dans ce cas, c'est aussi l'hygiène de s'alimenter. C'est quelqu'un qui a eu finalement une complication cardiovasculaire que nous allons voir de la suite, une embolie pulmonaire. Quand on dit embolie pulmonaire, c'est qu'il y a un caillot qui touche les yeux, qui amène le sang. Et il y a un fil conducteur, on est parti de quelqu'un qui est obèse, qui a un mauvais mode de vie, si on peut résumer comme ça, et qui a eu une complication. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Comme j'ai dit, ça va être interactif. Donc, on va aller suivant un plan très simple, on va introduire, on va définir un peu dans les généralités. On va apprendre à reconnaître l'obésité, et ensuite on va voir quel est l'impact sur le cœur, sur les os, pardon. On peut commencer alors. On va introduire de façon très simple en disant que actuellement l'obésité c'est un problème de santé publique. Au plan mondial, c'est un problème qui est reconnu comme problème de santé publique. Parce qu'il y a des complications non seulement sur le cœur, mais sur l'ensemble de l'organisme. Et elle va être associée à un risque de mortalité globalement accru. Et la conséquence logique, c'est qu'elle est associée à plusieurs comorbidités, comme je l'ai dit, ce n'est pas que le cœur. L'obésité va être associée également à la survenue de certains cancers. Ce n'est pas le sujet qui nous domine. Et spécialement sur le plan cardiovasculaire, l'obésité est reconnue aujourd'hui comme un facteur de risque cardiovasculaire. À elle seule, elle va favoriser l'installation de certaines maladies cardiovasculaires chez un individu. La bonne nouvelle, c'est que reconnaître l'obésité, c'est très simple. Et tout le monde peut le faire. Pas un petit peu diagnostic, c'est simple, c'est accessible à tous. Et la prise en charge est bien codifiée, quel que soit le stade d'obésité que l'individu va présenter. Il y aura des règles qui font partie du mode de vie jusqu'à une prise en charge, parfois interventionnelle, parfois chirurgicale. Donc on va entrer dans les généralités. On va définir, c'est quoi l'obésité? L'obésité, pour la définir simplement, c'est une accumulation anormale ou excessive de graisse dans l'organisme humain et qui peut nuire à la santé. Je pense que globalement, avant de venir ici, chacun de nous savait déjà à peu près ce que c'est que l'obésité. Et ensuite, nous concernons en cardiologie. En cas de risque cardiovasculaire, c'est la probabilité de survenue d'une maladie cardiovasculaire. La maladie cardiovasculaire, c'est l'ensemble des circonstances, des conditions qui vont faire que le cœur ou les vaisseaux seront touchés. En cas de cœur ou vaisseau, on va essayer de mettre les choses en place pour la suite. Parce que le cœur, c'est cet organe-là qui va permettre de nourrir tout l'organisme. Tout à l'heure, le professeur a introduit en disant que quand on est obèse, on va donner beaucoup de travail à l'organisme, spécialement au cœur parce que lui va nourrir tout l'organisme. Donc dans notre organisme, on a le cœur, dont le rôle c'est de nourrir l'ensemble de l'organisme. Il va le faire à travers des tuyaux qu'on appelle des vaisseaux. Et tout ce sang-là, quand ça part dans les différents organes, ça va lui revenir par des tubes de tuyaux. Donc on a deux types de tuyaux. Ceux qui doivent nourrir les organes, ce sont les artères. Et ceux qui vont ramener le sang des organes, ce sont les veines. C'est comme ça que le cycle dans la circulation sanguine va s'établir. On va continuer en disant pourquoi est-ce qu'on doit parler des complications cardiovasculaires de l'obésité? C'est que déjà l'obésité en elle-même, c'est le 5e facteur de risque de décès au niveau mondial. Tout à l'heure, on a dit qu'elle était associée à un risque accru de mortalité. Les études ont montré que chaque année, il y a au moins 2,8 millions d'adultes qui décèdent d'obésité. Et il y a de nombreuses conséquences, une charge lourde qui est associée à l'obésité. Concernant le diabète, qui est un facteur de risque cardiovasculaire, les cardiopathies ischémiques, vous allez y revenir, et certains cancers, on a dit brièvement. Comment est-ce que ça va se passer? Ici, on rappelle globalement cette image, c'est pour rappeler globalement les facteurs de risque cardiovasculaire. Et vous allez voir à gauche, à gauche, l'obésité qui, à elle seule, représente un facteur de risque cardiovasculaire à part entière. C'est vrai qu'il y a la sédentarité, on rappelle globalement que nous soyons au même niveau d'information. Quand on parle des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire tout ce qui va favoriser les maladies cardiovasculaires, il y aura deux groupes. Il y aura le groupe sur lequel on peut agir, ça c'est la bonne nouvelle, c'est l'obésité, c'est la sédentarité, c'est une hypertension artérielle, un diabète type 1,
il y a ceux sur lesquels on ne peut pas agir. C'est l'âge, on a plus de 50 ans chez l'homme, plus de 60 chez la femme. C'est le fait d'être de sexe masculin. Les femmes sont protégées jusqu'à 60 ans, donc c'est relatif. Et c'est le fait d'avoir des antécédents dans la famille. C'est quoi la sclérose? Si vous avez à l'écran un schéma qui nous montre les tuyaux que j'ai appelés artères tout à l'heure, les tuyaux à travers lesquels le cœur va envoyer le sang pour nourrir les différents organes. Et à gauche, vous avez une artère qu'on a baptisée artère normale parce que la voie est libre pour que le sang circule correctement et aille vers l'organe auquel il est destiné. C'est simplement l'articulation dans les artères de certaines plaques des dépôts qui sont constituées, je vais dire, d'un basique de graisse, mais la plupart du temps, c'est plus spécifiquement du cholestérol, certaines cellules de l'organisme qui vont s'amasser. Et quand on parle de cholestérol, ce sera le mauvais cholestérol. Elles vont encrasser les parois de cette tuyau qu'on appelle les artères, comme la demande su bien le dire tout à l'heure. Et progressivement, cela va prendre du volume. Ça peut arriver à un stade où le sang ne passe plus. À ce moment-là, l'organe qui devrait être nourri par cette artère-là est privé d'apport de sang. Et quand l'organe est privé d'apport de sang, il va souffrir. Et c'est comme ça que la plupart des complications cardiovasculaires les plus fréquentes qui sont connues dans l'obésité vont s'installer. On va voir dans la suite ce que ça va donner. Mais avant, on va essayer de reconnaître c'est quoi l'obésité. Tout à l'heure, elle va parler de l'IMC. Est-ce que quelqu'un sait un peu ce que c'est que l'IMC? Ça se calcule. C'est juste qu'il faut utiliser le poids et la taille pour faire le calcul. De façon plus fine, pour pouvoir dire, ah non, ce sujet-là, il est en surpoids, tel qu'il est obèse, il faudra calculer l'indice qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Et tout à l'heure, on a dit que c'est accessible à tous, parce qu'on a besoin seulement de connaître votre poids et votre taille. Et tout le monde peut le faire sur son évolution calculatrice même. On va prendre le poids en kilogrammes, on va prendre la taille en mètres. Et quand on met taille, vous allez voir la IMC égale poids divisé par taille fois taille. C'est plus taille au carré. Et si vous avez une calculatrice la plus basique qui n'a aucune fonction, qui n'a même pas la fonction carré, on peut calculer l'IMC. Il suffit de faire la taille fois la même valeur de la taille et de diviser le poids par le résultat qu'on aura trouvé. Quand on a fait ce calcul-là, on aura une valeur d'IMC. Et on va définir maintenant si elle est normale. Chez un individu normal, l'IMC va se situer entre 18 et 25. Ce sera le chiffre. Vous allez voir, kilogramme par mètre carré, parce que tout à l'heure la taille était au carré. On ne va pas aborder la valeur en dessous de 18 parce que ce n'est pas ça qui nous concerne ce soir. Mais quand on est en dessous de 18, c'est la mètre. Retenez déjà les valeurs de base, je ne vais pas employer. Normal entre 18 et 25. Entre 25 et 30, on est dans un surpoids. Et au-delà de 30, c'est l'obésité. Maintenant, l'obésité complète. Maintenant, chez moi, en radiologie, on va s'intéresser, parce que tout à l'heure, on a parlé de l'obésité généralement, on va s'intéresser encore à un autre type d'obésité qui est un peu plus pourvoyeur de conséquences sur le cœur, sur nos vaisseaux. Ça va s'appeler l'obésité abdominale ou encore obésité viscérale. Ça concerne tout simplement notre abdomen. Comment est-ce qu'on va le mesurer? On va prendre ce qu'on appelle le tour de taille. Et là encore, tout le monde peut le faire. Il suffit d'avoir un mètre ruban. Le mètre ruban, c'est ce que les couturiers utilisent pour mesurer là. On va avoir un mètre ruban et de mesurer son tour de taille. Il y a plusieurs classifications qui sont établies, mais de façon plus simple, on va retenir celle-ci qu'on utilise en pratique. Chez l'homme, quand on a mesuré le tour de taille et qu'il est au-delà de 102 cm, c'est une obésité abdominale. Et chez la femme, quand on est au-delà de 88 cm, c'est une obésité abdominale. Et on va évoluer parce que cette obésité abdominale, voilà la mesure que j'ai expliquée tout à l'heure, on peut passer. Elle va être parfois associée à d'autres facteurs, tels qu'une hypertension artérielle, un taux de cholestérol. Tout à l'heure, on a parlé du mauvais cholestérol. Donc, il y a aussi un bon cholestérol dans l'organisme. Et quand il est bas, ça nous intéresse aussi. Parce que quand il est bas, il peut entrer dans une posologie ici que l'on appelle syndrome métabolique. Ce n'est pas le sujet de jour. Et quand ces facteurs-là sont ensemble, le risque cardiovasculaire sera encore plus élevé. Donc, c'est pourquoi on va s'intéresser aussi au tour de taille. On va continuer maintenant pour voir quelles seront les conséquences sur le cœur.
Les conséquences, ça va être d'abord le premier facteur de risque cardiovasculaire. C'est la première cause de décès par maladie cardiovasculaire, c'est l'hypertension artérielle, qui est d'ailleurs une maladie cardiovasculaire très fréquente. C'est 25% de la population, c'est-à-dire que si on était 100 personnes ici et qu'on mesure la pression artérielle, il y aura au moins 25 qui seront hypertendus. Et l'obésité va être très pourvoyeuse d'hypertension artérielle. Ça va être l'infarctus du myocarde. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde? Non, l'infarctus du myocarde, c'est ce qu'on appelle habituellement la crise cardiaque. Et l'obésité va être un facteur très pourvoyeur d'infarctus du myocarde par le mécanisme qu'on a décrit tout à l'heure. On a montré une artère dont le passage de sang était rétréci par des plaques artérielles. Ce même phénomène peut se produire au niveau du cœur parce que le cœur, il nourrit l'ensemble des organes, mais lui aussi, il a besoin d'être nourri par d'autres petites artères. Quand il y aura des plaques d'athérome dessus, quand ça va être complètement touché, il y aura le muscle du cœur qui va souffrir. On aura un infarctus du myocarde. C'est ça qu'on appelle la crise cardiaque. C'est ça qui va se compliquer à la longue de cardiopathie ischémique. Ce phénomène-là, un vaisseau bouché qui nourrit un organe, peut se produire au niveau du cœur. Également au niveau du cerveau, les petites artères qui amènent le sang au cerveau pourraient être bouchées. Et on va avoir ce qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral. Ischémique, parce que quand on parle d'évaluation à deux groupes, ischémique, ça veut dire qu'il y a une zone du cerveau qui est privée d'apport du sang. Et l'autre groupe, ça veut dire que ça série dans le cerveau, c'est l'hémorragie. Le même phénomène peut se produire sur tous les organes du corps, aussi sur les membres inférieurs, parce que eux aussi, il y a des tuyaux qui leur amènent du sang. Et à ce moment-là, c'est un thème beaucoup plus technique, on parle d'artériopathie des membres. Ça veut dire simplement que les membres en bas là sont privés d'apport de sang. Et quand un organe est privé d'apport de sang, qu'est-ce qui va se passer? Les cellules vont mourir. Donc cela peut amener à un entraide, on peut amener à amputer quelqu'un juste parce qu'il y avait de l'artériosclérose qui a évolué. C'est des choses qu'on rencontre de temps en temps. Et parfois, la famille ne comprend pas. On se dit, bon, c'est peut-être quelqu'un qui a été amputé parce qu'on a seulement vu des gangrènes dans le diabète. Non, on avait des patients qui avaient comme seul facteur de risque cardiovasculaire, l'obésité, chez qui ça a conduit à une amputation. On va évoluer. Il y aura aussi ce qu'on appelle des arythmies, parce que quand votre cœur bat, il le fait à un rythme régulier. Mais parfois, le rythme sera complètement désorganisé. Il y a un type d'arythmie qui est fréquent chez les personnes progressives. On peut avoir ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire, comme on l'a eu chez notre patient de tout à l'heure. On peut avoir ce qu'on appelle la mort subite. La mort subite, c'est quelque chose qui n'est pas rare, qui se produit également sur monsieur, seulement qu'on essaye d'attribuer ce qu'on veut. Ce n'est pas une mort subite, c'est quelqu'un avec qui vous discutez, qui tombe devant vous. Et si un médecin examine se rend compte qu'il a un arrêt cardiaque, c'est quelqu'un qui allait bien, vous avez discuté avec lui la veille, il est rentré chez lui, le lendemain ou le soir, quelqu'un l'a retrouvé mort. Donc il n'était pas malade, il était à 45, il décède, on ne comprend pas la cause. C'est ce qu'on appelle une mort subite. Et l'obésité pourra être responsable de cette complication-là, non seulement à travers les maladies chroniques, mais également sans passer par ces maladies-là. Il y a des individus qui ont présenté une mort subite sans qu'il y ait une maladie cardiovasculaire qui soit identique. Précisément. Le diabète, nous l'avons dit tout à l'heure, qui en lui-même va agir sur le cœur. Et il y aura une autre posologie que l'on appelle syndrome d'apnée du sommeil. C'est des gens qui auront l'habitude de rentrer et qui vont faire ce qu'on appelle des pauses. Bien souvent, ils ne le savent pas. On a un couple, c'est le conjoint qui se rencontre pendant que son mari ne savent pas faire dormir. La respiration, quand ça coupe et après ça reprend. C'est l'un des facteurs de risque cardiovasculaire majeur. Donc c'est un peu ça ce qu'on aura comme conséquence au niveau du cœur. Et globalement, nous en cardiologiquement, on aura ça, on va donner des conseils de façon globale. Parce que tout à l'heure, la nutritionniste va intervenir de façon très fine sur la prise en charge de l'obésité. Nous, on va leur dire globalement de l'alimentation, essayer de réduire les choses et essayer de privilégier, on va leur dire de réduire tout ce qui est salé, tout ce qui est gras, c'est huile, beurre, mayonnaise, yaourt, fromage, tout ce qui est sucré. On va leur demander de privilégier les légumes, les fruits, tout à l'heure vous allez comprendre pourquoi on peut évoluer. On va leur demander de réduire leur quantité d'alcool, vous allez voir tout à l'heure sur une image. On va leur demander de pratiquer de l'activité physique. J'insiste sur le fait qu'il faille choisir l'activité physique qu'on aime. Parce que quelqu'un peut aller gagner en
Alliance de gym, et l'autre, ça peut être la danse qu'il préfère. Donc, chacun choisit l'activité qu'il aime et pourvu que ce soit au moins 30 minutes par jour ou au moins 3 fois par semaine. Tout à l'heure, on parlait d'alcool, il y a un verre qui est dédié à chaque alcool. Le verre à bière, on ne va pas servir du vin dans le verre à bière et dire qu'on a pris un verre de vin. Et c'est important d'en tenir compte pour tous les types d'alcool. Et le tabac, il faudra l'éviter. Donc, il y a un facteur qui est très important pour la nuit. À la fin, mieux gérer le stress parce que ce sera aussi l'un des facteurs qui sera responsable de l'obésité. Le stress, c'est un facteur qui est très présent dans nos vies actuellement. Et on va apprendre à vivre avec, on va apprendre à lâcher prise, à ne pas chercher à avoir le contrôle sur nous. Et ce sont les conseils que nous va vous donner globalement en cardiologie. En attendant que vous rencontrez la nutritionniste. Après, au niveau de il y aura des prises en charge plus spécifiques que vous allez découvrir également tout à l'heure parce que chez des sujets chez qui on a dépassé les différents grades d'obésité que nous avons abordés, survolés tout à l'heure, parfois le mode de vie n'est plus suffisant. Il faut agir spécifiquement. Tout à l'heure, nous avons dit que l'obésité abdominale, il y aura encore plus de risques cardiovasculaires. Donc, selon le cas de figure, on pourra être amené à faire un geste chez l'individu. Donc, nous sommes à la fin, on va retenir que l'obésité, c'est un facteur de risque de mortalité accrue et spécialement de décès par maladie cardiovasculaire. On peut soigner l'obésité sans effet délétère, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément passer par des régimes dramatiques, vous allez le comprendre tout à l'heure, pour un équilibre optimal pour la santé. Je vous remercie. Tout ce qui se retrouve dans nos assiettes et qui nous rend obèses, c'est-à-dire nos habitudes et notre manière de manger. Donc, qu'est-ce que je vous dis? Merci. On parle des causes alimentaires, j'ai une autre explication. C'est mes amis et moi qui viennent en France et qui me disent mais regarde, il y a tout le monde qui va courir à droite, à gauche, qui font de l'activité physique, il y a des coachs sportifs, il y a plein de choses. Tu es qui? Je réponds très simplement. Quand on regarde, et vous avez dit que ce problème d'obésité, c'est un problème de santé publique, vraiment une épidémie. Qu'est-ce que ça a changé par rapport à il y a 20 ans? Les causes alimentaires, pour moi, c'est tout simplement, je ne vais pas prononcer des mots de chaîne, de Carrefour ou Lidl ou autre chose, c'est les bonnes affaires. Quand tu vas à Carrefour, tu vas acheter 10 chocolats au prix de 3. Et ça, c'est la promotion. Et... Il y a un repas de même. Non, mais bon, vous allez au supermarché, c'est alors. Et vous allez acheter. Et le patient, il va dire, j'ai fait une bonne affaire. Et en effet, c'est une affaire contre notre santé. Et ça a changé par rapport, et quand on regarde les grandes chaînes, par rapport à il y a 20 ans, et ici également, l'apparition de McDonald's, l'apparition de KFC, c'est ça pour moi les causes alimentaires qui ont changé vraiment de fond. Et attention, parce que nous, vous probablement pareil, hein, au niveau de sucrerie, tout ça, au niveau des choses ajoutées, c'est notre société aussi dans les causes alimentaires. Et moi, je pose une question de curiosité. Et il y a certains que vous voyez qui mangent 2 ou 3 fois au repas et qui ne sont pas enclins à l'obésité. Donc c'est vrai, causes alimentaires, mais il y a aussi des causes physiologiques, naturelles qui vous amènent à l'obésité. Et la petite expérience obèse, quand vous arrivez à diminuer, à contrôler l'alimentation, vous perdez du poids, mais ce n'est pas facile. Merci. Je crois que c'est un des organes les plus importants. C'est pour ça qu'on a invité le cardiologue. Mais sachez que l'obésité aussi a des conséquences sur d'autres choses. Et vous voyez, un des moyens de transport des êtres humains, c'est le squelette. Je ne vais pas trop vous poser de questions, mais vous allez poser des questions après aux conférenciers. Mais un des moyens de transport des êtres
quand ce n'est pas le vélo, ni la voiture, ni la moto, c'est votre squelette qui maintient, donc qui vous permet, et vos muscles qui vont vous permettre de vous déplacer. Or, l'obésité, quand on est obèse, tout le poids va porter sur le squelette. Donc il y en a des problèmes, souvent au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des genoux qui supportent tout le corps. Ça, c'est des facteurs de comorbidité, on les appelle. Il y a d'autres problèmes. On vous a parlé du diabète, donc des maladies qui vont venir de façon subite avec l'obésité. Il y a une qu'on a fréquemment, mais dont on ne s'aperçoit pas, c'est l'apnée du sommeil. Des gens qui, c'est leur conjoint souvent qui peuvent leur dire « Ah, ta façon de respirer quand tu dors, elle est bizarre. » Malheureusement, on ne s'en aperçoit pas. Or, ça a des conséquences aussi sur la santé. Je vais passer la parole maintenant à une personne qui va nous instruire sur la façon d'éviter de tomber dans l'obésité grâce à l'alimentation, ou alors grâce à l'alimentation, à une bonne alimentation, lorsqu'on est obèse, de pouvoir retrouver un poids idéal sans aller vers quelque chose de plus, je ne vais pas dire barbare parce que je suis chirurgien moi-même, mais de plus agressif. Donc, Rebecca, s'il te plaît, je te laisse la parole pour que tu nous parles de l'alimentation. Merci, professeur. Bonsoir à tous. J'espère que nous avons tous passé une belle journée. Je remercie le docteur Joyce pour sa brillante présentation sur la définition de l'obésité et ses conséquences sur le cœur et sur l'organisme. Et puisque nous sommes déjà bien informés sur ce point, moi je vais maintenant parler du volet alimentaire, du volet nutritionnel. Donc on va je vais rapidement parler de 2 points avec vous. Il s'agit des causes de l'obésité, des causes alimentaires bien sûr, et la prise en charge nutritionnelle. Autant que nous sommes, notre organisme a des besoins spécifiques. Et les besoins de l'organisme varient d'un individu à un autre, tenant compte de son poids, de son taille, de sa taille, de son âge, de son sexe et de son niveau d'activité physique. Donc, quand en fonction de mes besoins nutritionnels, j'apporte plus que ce qu'il faut à mon organisme, je peux être prédisposé à faire l'obésité. Tout à l'heure, on a parlé des causes génétiques. Et j'ai l'habitude d'utiliser un dicton qui dit que même si les gènes arment le fusil, c'est l'environnement qui appuie sur la gâchette. Donc je peux être prédisposé à faire l'obésité, je peux venir d'une famille d'obèses et avoir toutes les prédispositions génétiques à faire l'obésité sans ne pas être obèse. C'est mon environnement qui va déterminer si je serai obèse ou pas. Donc là, on voit un déséquilibre alimentaire. Quand vous voyez le monsieur qui est en bas ici, ce dont il a besoin, voilà, il a beaucoup de besoins, son organisme a beaucoup de besoins, mais il apporte juste un peu. Quand c'est le cas, il sera maigre. Voilà. Et quand on regarde cette dame qui est en haut là, ses besoins sont ici. Et elle apporte tout ça, ce dont son organisme a besoin, et voilà tout ce qu'elle apporte à son organisme. Donc il y a des équilibres, la balance n'est pas équilibrée. Quand c'est le cas, on peut faire l'obésité.
Mais quand on regarde ce monsieur ici, il a une corpulence normale. Il a une corpulence normale parce qu'il y a équilibre entre ses besoins et ses apports, entre ses dépenses énergétiques et ses apports. Donc ce dont j'ai besoin, il doit avoir équilibre. Quand je suis sédentaire, quand une personne est sédentaire, la personne doit consommer. Quand je prends un individu, deux individus qui ont le même âge, même poids, même taille, même sexe, même tout, mais qui n'ont pas le même niveau d'activité physique. L'autre est sédentaire, l'autre a une activité physique modérée, l'autre a une activité physique un peu plus intense. Les deux ne doivent pas apporter les mêmes quantités de repas à leur organisme. Sinon, il y aura des équilibres. Celui qui est sédentaire doit normalement manger moins que celui qui a une activité physique modérée ou un peu plus intense. Je ne dis pas ça pour encourager la sédentarité, nous devons faire l'activité physique. Deuxième cause de l'obésité. J'ai entendu tout à l'heure ce mot qui s'était glissé dans les explications, les privations alimentaires. C'est quand même paradoxal. On se prive et puis on est obèse. Les privations alimentaires peuvent favoriser l'obésité parce que notre organisme n'aime pas qu'on le prive. Mais ce n'est pas les privations qui favorisent une perte de poids. Bien au contraire, en privant l'organisme, sur le court terme, on peut perdre du poids. Mais sur le long terme, on est exposé à faire de l'obésité. Et même la forme compliquée de l'obésité, si je peux le dire. Donc, les privations alimentaires peuvent être une cause de l'obésité. Le jeûne intermittent, c'est la mode des réseaux sociaux aujourd'hui. Tous ceux qui veulent perdre du poids sur les réseaux sociaux s'abonnent au jeûne intermittent. Le jeûne intermittent aide à perdre du poids juste sur le court terme, et sur le long terme, vous exposez votre organisme à une prise de poids. Les sauts de repas, donc on se permet de sauter le petit déjeuner, le déjeuner, puis on prend seulement le repas du soir. Ou carrément on prend le petit déjeuner, et puis bon, ça fait au soir, on mange plus bien, puis c'est la nuit. On boit de l'eau et puis on va se coucher. Ces comportements peuvent favoriser l'obésité. Une alimentation trop salée, le docteur l'a dit tout à l'heure, et manger trop salé, ce n'est pas seulement tout ce qui est salé au goût. Il y a des aliments qui ne sont pas salés au goût, mais qui contiennent beaucoup de sodium. À l'exemple des aliments en conserve, donc une consommation excessive des aliments en conserve peut exposer à faire une obésité, et également des aliments congelés importés. Pourquoi? Parce que ces aliments sont souvent conservés avec des substances hyper sodées, associées avec d'autres substances qui atténuent le goût salé. Quand on mange, ils ne sont pas le goût salé. C'est des aliments vraiment salés et qui peuvent favoriser l'obésité. On a une alimentation trop grasse. Il y en a qui disent, moi je cuisine les sauces, je ne mets pas d'huile. Je fais mes sauces sans huile. Mais le poisson qui a servi à faire la sauce a déjà été frit. Les huiles surchauffées, par exemple, peuvent favoriser la survenue de l'obésité. Et la quantité de graisse également que nous utilisons pour cuisiner le repas. Faire consommation des fruits et légumes. Aujourd'hui, c'est l'ère des fast-foods, des aliments rapides, on peut cuisiner rapidement, on oublie tout ce qui est naturel, on oublie tout ce qui est légumes, tout ce qui est fruits. On ne se donne pas comme challenge de manger au moins, plus ou moins, 2 fruits par jour, 2 portions de fruits par jour, parce que quand les adultes, ce n'est pas bon. On ne se donne pas comme challenge de prendre des légumes chaque jour. Les autres aliments en dehors des fruits et légumes sont hyper caloriques. Mais l'organisme a besoin de calories aussi. Donc en apportant ces autres aliments, notamment les féculents, les graisses et autres,
faut apporter également les fruits et légumes pour maintenir l'équilibre. Et quand vous ne le faites pas, vous pouvez être sujet à l'obésité. Maintenant, on va aborder la prévention et la prise en charge nutritionnelle de l'obésité. Pour prévenir l'obésité, c'est simple. Il faut éviter les causes de l'obésité. Donc, les causes qui avaient été citées tout à l'heure, les privations, le saut des repas, le jeûne intermittent, il faut éviter ce genre de comportement pour prévenir l'obésité, tout simplement. L'obésité a une cause. Un sujet obèse, il y a forcément une cause. Et tant qu'on n'a pas touché la cause, l'obésité ne va pas se corriger. Quand vous prenez des compléments alimentaires, des thés-minceurs, c'est comme si vous camouflez un peu votre obésité. Dès que vous arrêtez, vous prenez encore plus de poids. Et mieux, ces thés-minceurs et compléments alimentaires, dans certains cas, vont aider à perdre du poids de façon très drastique. Or, la perte de poids drastique également est dangereuse pour la santé. Quand vous perdez drastiquement comme ça, l'organisme n'aime pas. Dès que vous arrêtez les thés-minceurs et les compléments alimentaires, vous reprenez encore tout ce que vous avez perdu et plus. Et ça devient un cercle vicieux. La cause de l'obésité. Corriger cette cause et se faire accompagner par un nutritionniste qui vous aide à équilibrer la balance. Parce que comme je l'ai dit, les besoins nutritionnels, les besoins d'énergie varient de l'individu à l'autre. Et on peut maintenir un équilibre entre ces besoins énergétiques et ces apports énergétiques. Quand on agit sur toutes les causes de l'obésité et on maintient un équilibre entre cette balance-là, le poids diminue très très facilement. Et il faut cultiver la patience. Il y en a qui veulent perdre du poids très rapidement. Perdre du poids très rapidement, ce n'est pas bien pour la santé. Il faut aller tout doucement et très très progressivement. Donc voilà un peu de façon très brève ce qu'il faut faire pour prévenir, pour prendre en charge l'obésité. C'est sûr qu'il y aura des questions qu'on va garder pour la fin. Merci. Donc, il fait beaucoup d'émissions que vous pouvez suivre en ligne. Elle est très active sur les réseaux sociaux et elle donne beaucoup de conseils pour pouvoir s'alimenter. S'alimenter correctement. Parce que, en fait, moi je suis chirurgien, donc je me suis occupé de personnes obèses qui étaient venues me voir souvent parce que je faisais des plasties abdominales. Mais il y a des personnes à qui je leur ai expliqué que ce n'est pas seulement le ventre qui est gros qui a le problème. Vous êtes obèse en général, il faut faire baisser le poids, tout le poids. Et ces personnes, je dis, la plupart des personnes que j'ai consultées, elles ne m'ont jamais dit qu'elles mangeaient beaucoup. Toutes m'ont dit, ah non, je ne mange pas beaucoup, et je suis grosse. Ça veut dire qu'il y a un problème de qualité de l'alimentation, pas forcément parfois de quantité. Donc il y a la qualité de l'alimentation et Rebecca a souligné des aliments qu'on peut ingérer sans le savoir et qui vous donnent, qui vous mettent en surpoids. La qualité de l'alimentation, parce que je prends l'exemple d'une boisson qu'on a l'habitude de prendre. Je ne sais pas si je peux appeler le nom parce que j'ai peur d'avoir après un procès. Mais vous avez vu même un joueur de classe internationale, Cristiano Ronaldo, on lui a mis cette bouteille devant lui, il a balayé la bouteille, il lui dit ne mettez pas ça devant moi, c'est une poison. C'est notre coca, je ne sais pas le reste, mais vous voyez, c'est quelque chose en qualité de nutrition. Ça vous amène beaucoup de sucre dans l'organisme. Et pourtant,
il y a certains qui deviennent, en fait, c'est d'abord, tous les patients que je reçois, moi, je leur dis, le sucre, c'est la cocaïne, c'est la même couleur d'ailleurs de la cocaïne. Donc, si vous prenez beaucoup de sucre, vous êtes un drogué. Il y a des solutions, heureusement, tout à l'heure, le docteur nous l'a dit, il y a des solutions pour traiter l'obésité. Il y a des facteurs sur lesquels on peut influer et la chirurgie est un des moyens qui permet de traiter cette obésité. Et le docteur Marius Nedelpu est un spécialiste de cette chirurgie bariatrique. Il ne fait que ça. C'est un chirurgien, Marius a dit qu'il ne sait plus opérer les appendicites, il ne sait plus faire ça, il ne sait faire que la chirurgie bariatrique. Et donc, Marius, merci de nous parler de l'obésité, de la chirurgie, de la prise en charge chirurgicale de l'obésité. 7-8 fois dans la journée, si on boit aujourd'hui 7-8 cafés, demain c'est sûr qu'on va répéter la même chose. Le drogue, ce que je peux rajouter, c'est que je trouve que l'addition de sucre, c'est encore plus important que l'addition au niveau de la cocaïne. Même si on le voit, quand il va détruire la vie d'une façon plus brutale et plus aiguë, le sucre, ça va être beaucoup plus lent, beaucoup plus perfide, on va dire. Parce que parfois, on a l'impression que, je me rappelle d'un patient qui disait, docteur, c'est bon, maintenant, je mange plus de sucre, tout est réglé. Hein? Je mets juste ça dans le café. J'ai fait le malheur de lui demander combien de café il boit dans la journée. Et c'est 7-8 cafés dans la journée. Donc, c'est que cette petite chose. 7-8 fois dans la journée. Et si on boit aujourd'hui 7-8 cafés, demain, c'est sûr qu'on va répéter la même chose. À la fin, ça va rajouter. Donc, je lui donnais le devoir à la maison que juste cette petite chose, vous le mettez à côté. Et à la fin de la journée, à la fin du mois, on peut même manger au chocolat et ça va être beaucoup moins de sucre que je gère bien de sucre. Donc, c'est une drogue que c'est très difficile à le gérer. Bon, je vais comprendre, je vais avancer. Je vais me présenter. Je suis chirurgien bariatrique à Marseille et à Toulon. J'ai fait ma formation comme chef de clinique à Strasbourg. J'ai une implication dans la société de chirurgie bariatrique à Sofco à Montpellier. Et je suis aussi dans le... Parce que, comme je ne fais plus d'appendicite, je dois me couper, donc je suis dans le journal officiel de chirurgie bariatrique des États-Unis, à Sol. Et tous les articles, toutes les publications doivent passer dans ces comités. Qu'est-ce que c'est la chirurgie bariatrique? L'IMC, je ne vais pas... Vous avez déjà décrit le degré de l'IMC. La chirurgie bariatrique, ça vient du mot baros, ça veut dire en grec, c'est la chirurgie qui est liée au poids. La chirurgie bariatrique, ce n'est pas une chirurgie esthétique, c'est assez ancien, hein, parce que ça a commencé aux États-Unis dans les années 60. Hein. Mais le vrai boom, que vous le voyez ici, c'est dans les années 90, quand ça a introduit la laparoscopie. Dans les années 2000, vraiment, ça a été une prise en charge de conscience, on va dire, de ces problèmes de poids. On a encore beaucoup de travail à faire. Et vous voyez, je vous ai mis le nombre de chirurgies bariatriques qui ont été réalisées en France. On ne voit pas trop bien. Mais on est arrivé dans les années 2019, avant le Covid, de réaliser 60 000 interventions de chirurgie bariatrique en France. 60 000. Vous imaginez que c'est quand même des chiffres qui sont très importants. Bon, c'est une bonne chose, mais en même temps, la prise en charge gratuite et sans une implication du patient, c'est aussi trop de facilité. Donc, comme je vous disais, chirurgie bariatrique, on l'appelle depuis 20-30 ans bariatrique, mais petit à petit, c'est American Diabetes Association qui nous a mis tout ce schéma pour les patients diabétiques. Je ne sais pas si M. Loreto il a organisé comme ça, mais les 3 patients de séjour,
tous sont avec des diabètes. Et la Société américaine de chirurgie bariatrique, est-ce que vous pouvez enlever cette barre? Que pour les patients qui ont un IMC modéré, quand le patient est avec donc pour les patients qui sont avec un IMC sévère, il n'y a plus de discussion parce que la recommandation, on doit avoir ici, c'est de faire la chirurgie bariatrique comme premier traitement de diabète. Donc maintenant, il y a déjà le cas en Australie, un patient qui a un IMC supérieur à 40 avec diabète, le médecin traitant il n'a pas orienté vers la chirurgie bariatrique et c'est considéré comme faute médicale. Parce que si on a un médecin traitant et l'avocat il a dit très simplement, si on a un patient devant nous qui a de l'hypertension artérielle, qu'avec cette hypertension artérielle, on ne va pas le traiter de façon efficace, qu'est-ce qui va finir? Il va finir, comme vous avez dit, de faire un AVC ou de faire un infarctus. La même chose, un patient qui a un IMC supérieur à 40, avec le diabète, si on ne va pas l'entraîner vers la chirurgie métabolique, considéré similaire à une faute médicale. Mais, qu'est-ce qui est le plus important? C'est que la chirurgie métabolique, chirurgie bariatrique, c'est pour cette raison qu'on a changé même le nom pour ce type de patient, s'adresse pour le patient diabétique même avec des IMC plus bas. Et c'est pour la première fois que, même en France, ça bougeait un peu plus rapide. Et à partir de novembre de l'année dernière, patients qui sont en classe 1 de l'obésité, donc avec un IMC à 30 à 35, qu'avec le diabète, ils peuvent bénéficier de chirurgie bariatrique. Ça marche plus. Ça s'appelle plus la chirurgie bariatrique, ça s'appelle une chirurgie métabolique, qui s'adresse surtout au diabète. Vous avez dit que l'obésité est associée à beaucoup de pathologies qu'on connaît. Je vois pas mal beaucoup de patients qui, les comorbidités classiques, diabète, HTA, dyslipidémie, les problèmes, comme vous avez dit, les problèmes d'articulation, on les a dans la vie de tous les jours. Mais il y a de plus en plus de patients qui sont adressés par les gynécos, des patients qui veulent tomber enceintes et qu'à cause de ce problème de poids, ils n'arrivent pas à avoir des enfants et qui vont venir de la chirurgie de l'obésité. Moi, j'appelle même des enfants de CCO. C'est les enfants qui sont nés après 3-4 fertilisations in vitro par nos collègues de gynéco. Ils sont envoyés pour la chirurgie bariatrique. Et maintenant, les patients, ils arrivent à avoir des enfants de façon naturelle. Et on voit des patients, même ici, des patients qui, leur première, je me rappelle un patient de la Côte d'Ivoire, qui est 41 d'IMC, je vais faire le cas clinique basique. 41 d'IMC, patient suivi par l'endocrinologue depuis 1 an pour son diabète, mais malheureusement l'hémoglobine glycée à 11,2. Mais son premier but pour faire la chirurgie, c'était d'avoir des enfants. Donc moi je pouvais parler autant que je veux des causes de l'obésité, qu'est-ce que ça va entraîner le diabète à long terme. Elle s'était fait opérer que pour avoir des enfants, pour perdre du poids avec des OPK et avoir des enfants derrière. On parle très peu du cancer. Du cancer, c'est là que je me rappelle aux États-Unis, un endocrinologue qui venait de Londres et qui disait, en effet, on ne réfléchit pas bien, parce qu'on va traiter, et encore moins bien ici, parce qu'on va traiter le diabète quand le diabète il est déjà installé. Normalement, on doit traiter, on doit commencer le traitement d'une maladie dans le stade incipient. Vous faites, on va faire une coronarographie diagnostique pour voir si le vaisseau, vous l'avez montré, il est rétréci et monter un stent avant que le patient ait un infarctus. On n'anticipe pas, on attend et parfois, je parlais ce matin, entre autres que regarder les motos, on parlait d'une prise en conscience parce que les 3 patients ne savaient pas qu'ils sont diabétiques. Sa glycémie, pour voir son cholestérol mauvais ou bon cholestérol et tout ça. Pareil pour le cancer,
En effet, la chirurgie bariatrique ou chirurgie métabolique, elle réalise ça. Elle traite le cancer de façon anticipée. On n'attend pas que le patient va avoir un cancer lié à son obésité. On va le traiter avant. C'est la seule comorbidité, bizarrement, qu'on parle très peu de cancer lié à l'obésité, mais qu'on le traite avant de tout ça. Je pense que c'est à cause du son. Pour avancer, je suis chirurgien, donc je dois parler de la chirurgie. Les différents types d'interventions chirurgicales, j'aime cette image-là de l'anneau gastrique que M. Loreto Bey sait, mais que maintenant, avec la sagesse, il dit que ce n'est pas une intervention que je fais. Moi, je suis un chirurgien bariatrique atypique parce que quand je suis arrivé dans le sud je suis revenu dans le sud de la France, il y a certains patients et je continue à mettre des anneaux gastriques. Sur les environ 105 interventions que je fais, tout cumulé, on va dire, France et hors France, les anneaux gastriques, je mets 2 ou 3. Vous savez, le patient idéal pour un anneau gastrique, pour moi, c'est un patient qui a eu déjà dans la famille quelqu'un qui a fait l'anneau gastrique et que ce quelqu'un dans la famille, ça va être comme un coach pour le patient pour l'apprendre à vivre avec son anneau. Donc, avoir quelqu'un de la famille avec un bon résultat de l'anneau et le patient extrêmement motivé, ces 2 choses font que dans les 105 interventions, je fais 2-3 anneaux par an. Que le patient, bien sûr, il veut être impliqué dans ce cursus. Quand on regarde un peu sur les anneaux gastriques entre les années 2000 et 2010, c'était plus de moitié de nos interventions. Vers les années 2011-2015, a diminué et il y a beaucoup de centres qui le font plus de nous. Pareil, dans les années 2015, 2018, 2019, on a constaté un croisement entre le nombre de bypass qui ont diminué et le nombre de sleeves qui a augmenté. Ça, je le mets aussi dans beaucoup de congrès et je dis certainement on va avoir plus de reprises de poids après la sleeve qu'après le bypass. Mais ce n'est pas pour ça que le bypass a plus de meilleurs résultats que la sleeve. C'est tout simplement parce qu'on fait plus de sleeves qu'il y aura plus de patients. Si je le prends même parfois en mathématiques avec des patients, si on prend 100 patients et 90 ils vont avoir la sleeve et que 10 ils vont avoir le bypass, si on prend par exemple à 5 ans une reprise de poids de 20% pour chaque patient, dans les 90 sleeves, il y aura 18 patients, dans les 10 bypass, il y aura 2 patients. Donc on a eu le même taux de reprise de poids de 20% et on va avoir 18 patients qui ont repris du poids après la sleeve et 2 patients avec le bypass. Donc, qu'est-ce que c'est plus souvent qu'on va rencontrer dans la société? C'est les 18 patients, ce n'est pas les 2 patients. Donc, et j'essaie de dire aux patients que ce n'est pas forcément l'achat de l'opération qui est la plus importante. Nous, on est là pour aider, du point de vue de refus, des choses, pour aider le patient à choisir bien son opération, mais c'est le changement de la façon de vivre. Je le dis toujours, vous allez perdre du poids, à 2 ans, c'est le résultat de la chirurgie, à 10 ans, c'est le résultat du patient. N'importe pas quelle opération on va faire, je le dis toujours, j'ai toujours la main avec moi et je le dis, c'est les 5 facteurs dessous, c'est le doigt le plus important. Le grignotage, l'alcool, l'activité physique, le suivi. Parce que malheureusement, beaucoup de patients, ils oublient. Maintenant, je ne vais pas trop insister. La sleeve, il y a plusieurs mécanismes. On enlève une partie de l'estomac, cette partie ici. Donc, le manchon, l'estomac, et parfois, souvent, il y a même une diminution de la sensation de faim. Mais attention, comme vous avez bien dit, il ne faut pas sauter des repas. Et malheureusement, on voit parfois des patients qui sautent des repas. Docteur, mais je n'ai pas faim, je ne peux pas me forcer. Je dis toujours, prendre l'habitude de se mettre à table, prendre 1 ou 2 cuillères, il ne faut pas maintenant, il ne faut pas se forcer à manger, je ne sais pas quoi, mais apprendre cette habitude va prévenir qu'à midi, je sautais de repas, j'arrive vers 15 heures et je vais commencer à manger qu'est-ce que je trouve. Parce que... Donc, beaucoup de
de temps, on a dit que la sleeve, c'est une intervention que restrictive, donc ce qu'on l'anneau, et on ne va pas avoir beaucoup d'effets métaboliques, mais on le voit pour le diabète, l'hypertension, l'apnée du sommeil, ça marche très bien. Le bypass, on fait une petite poche de l'estomac, on prend l'intestin d'ici, on va le brancher ici. Les aliments arrivent dans l'esophage, dans la petite poche, ils ne vont plus passer dans le reste de l'estomac, ils vont passer ici, dans l'anse, directement dans l'anse intestinale qu'on a montré. Il est la meilleure intervention pour le reflux. Donc, quand on a un patient qui a beaucoup de reflux et qui va me dire déjà en consultation, docteur, ma qualité de vie, je prends 2 injections par jour, je dois boire du lait, je prends de Gaviscon, la nuit je me réveille, je dois dormir sur 3 oreillettes et j'ai beaucoup de remontées, je ne peux plus vivre comme ça. Souvent c'est lié au poids, souvent, parfois non. Et pour ce patient, il faut aller plus vers le bypass. Il y a d'autres interventions, je ne vais pas vous parler, ça c'est le SALI par exemple, on a fait déjà la sleeve, et pour le patient qui passait, c'est comme la tension artérielle. Je pense que vous avez la même, moi j'explique toujours, j'utilise le cas de la cardiologie, et j'explique toujours, quelqu'un qui a une tension artérielle de 25, on a la même pathologie, hein? Tension artérielle, hypertension artérielle, mais on a un patient qui a 17 de tension et l'autre qui a 25. Tous les deux, on va commencer avec un traitement et on va voir comment ça va réagir. Parfois, celui de 17, très probablement, il va passer en tension normale. L'autre patient de 25, parfois, ça passe en tension normale. Souvent, on est obligé de rajouter un médicament de plus. Maintenant, on va changer, on va effacer l'hypertension artérielle, on va le changer avec l'IMC. Quand on a un patient qui a un IMC à 40, on va commencer avec le même traitement, mais quand on a un patient qui a un IMC à 60, à ce moment-là, on commence le même traitement, mais probablement, on est obligé de rajouter des interventions. Là, le SADI, c'est une intervention où on coupe l'estomac ici, on va prendre l'intestin, on va le brancher direct. Mais on n'a plus du tout l'accès par endoscopie au pancréas, au foie. Et c'est une intervention qui est vraiment beaucoup plus agressive et qui est pour un patient qui, j'ai opéré il y a 2 semaines quelqu'un qui avait 215 kg. Si il va descendre à 110, 120, 130, et après dans 5 ans, 10 ans, il revient vers 170 kg. Ça va être, il faut attaquer, c'est vous qui avez dit, le fusil, il faut attaquer avec le fusil adapté à la pathologie. Qu'est-ce que ça me plaît le plus et qu'on a déjà réalisé ici, c'est la bipartition, où on a la sleeve, la patiente, elle avait en 2017 réalisé la sleeve, elle était partie de 150 kg, à un certain moment elle était vers 100 kg, maintenant elle est à 120 kg, on a fait la bipartition et actuellement elle est à 80 kg. Ou qu'est-ce qu'on va faire avec la bipartition? On ne coupe pas l'estomac, donc on peut revenir facilement, et on va prendre juste l'intestin, on va l'attacher à l'estomac, mais sans changer, sans faire quelque chose qui va être irréversible. Parce que j'aime cette opération aussi, parce que ces problèmes d'obésité sont un problème chronique. On ne va pas guérir. C'est un ami commun, on va dire, qui a fait un live sur... Moi, je suis lié à l'Afrique parce que, juste comme petite parenthèse, ma patiente experte de Toulon, que j'ai appris des choses d'elle, on a fait une route ensemble. Elle est d'origine ivoirienne. Et on a commencé, il y a en France cette coutume, toute chirurgie bariatrique, ça passe par la sécurité sociale, on doit avoir ça dans le dossier et puis fait. Et parfois, on voit le patient qui n'est pas extrêmement motivé, lui, il veut juste la chirurgie, donc, allez, il voit la psy, c'est bon, on va lui faire ça. Mais il n'y a pas un vrai accompagnement. Et Carole, bon, je vais lui prononcer le nom, Carole, avec le temps, elle avait développé quelque chose qui est, on a l'éducation thérapeutique du patient, où le patient il va s'impliquer dans sa prise en charge parce que c'est une maladie chronique. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, elle a commencé à développer ça. Et je vois maintenant le patient qu'il est beaucoup mieux préparé un an et demi après.
par le patient lui-même. Donc, cette implication du patient dans sa pathologie, dans qu'est-ce qu'on va faire, pour moi, elle est essentielle. Et il y a 2-3 semaines, il y avait la semaine de l'obésité. Elle avait un live, malheureusement, avec beaucoup de choses, beaucoup de projets. Je n'ai pas vu le live direct, mais je l'ai vu en replay. Et j'ai appris, je dis toujours, hein, je suis parfois dans les congrès médicaux, quand je dis il faut laisser le patient s'impliquer dans sa pathologie, il faut laisser le patient s'impliquer aussi dans le choix. Je le dis toujours quand je vois le patient la première fois, vous pouvez choisir tout. Moi, en tant que praticien, je ne peux pas être obligé. Si je vois, vous avez un sleeve, bypass, bipartition, ou un non, ou autre chose. Vous pouvez, il faut que nous vous donne les outils pour s'impliquer dans la décision. Mais si vous allez choisir la sleeve et moi je vois que l'esophage est extrêmement brûlé, vous ne pouvez pas m'obliger de faire la sleeve. Donc je me garde la sécurité que le patient ne peut pas m'obliger de faire quelque chose qui est contre mon avis médical, mais dans les 99% de cas que le patient peut choisir, il va choisir. Et je suis parfois massacré dans les congrès où je dis à mes collègues chirurgiens que je laisse le patient s'impliquer dans sa décision. Ah non, mais c'est toi le docteur, hein? C'est toi qui dois décider pour le patient. Et maintenant, je vais même encore plus loin de dire que j'apprends avec des patients dans cette pathologie. Parce que c'est qu'il faut qu'on s'arrête, et ça part de nous les médecins. Parce que chaque fois, on discute IMC, la sécurité sociale, il ne me laisse pas opérer un patient qui a 30 ans d'IMC, mais qui a le diabète très sévère. Mais par contre, à 35, à 20 ans, on s'est cogné un peu le genou, on a eu un autre accident de ski, et on a été opéré sur le genou, on peut opérer le patient. Mais à 31 avec le diabète, on ne peut pas opérer le patient. Parce qu'on se concentre trop sur les choses. Bon, on va passer très vite cette dernière étape, parce que bon, je pense qu'on a dépassé le temps. Comme je vous ai dit plusieurs fois ce soir, très important la communication entre les patients. Je vais vous donner l'exemple de CCO en France, le groupe à devoir, et les patients qui sont impliqués dans ce groupe, ça c'est un peu ancien en 2018, c'est les patients eux-mêmes qui ont choisi, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et là c'est Carole qui a développé la Manger la vie, et qui a énormément travaillé sur les règles de groupe. Et je mets toujours ça parce que parfois, comme je vous ai dit, c'est une maladie où on travaille ensemble, le chirurgien avec le patient. Parfois, le patient souvent il apprend les choses du patient, du chirurgien, mais aussi le chirurgien doit être impliqué dans la vie du patient et on est ensemble. Pourquoi c'est important la communication du patient? C'est l'information. Il y a beaucoup de patients qui ont peur de la chirurgie. Je vais faire juste cette petite parenthèse, après je vais avancer. L'activité physique. On dit, bon, vous avez fait une chirurgie bariatrique, c'est conseillé de faire l'activité physique. Et même la patiente que je l'ai pas répondu aujourd'hui, il disait, j'ai du mal à faire l'activité physique. J'aimerais faire de la danse, donc déjà, une chose dans l'activité physique, je vois des patients qui vont se forcer à aller dans les salles de gym, je dois faire parce que j'étais opéré. Maintenant, je suis dans l'obligation d'aller dans la salle de gym. Mais le patient le considère comme une obligation, c'est comme un régime, c'est comme une punition pour le patient. Il faut trouver qu'on aide le patient à trouver une activité physique qui lui fait plaisir. S'il le fait plaisir, il va le continuer à 5 ans. Par contre, s'il fait de l'activité physique, parce que ça lui fait de faire ça, cette activité, c'est très important. Donc, très important de les aider, les patients, à trouver leur activité physique. Et très important de les encourager de faire des relations et de faire des activités physiques ensemble. Je prends un cas, les deux, ils ont eu des soucis. Ça fait plus de 6 ans que je les ai opérés. Mais les deux, ils se sont aidés, un l'autre. Un, il s'est séparé, l'autre, il a eu des soucis avec les enfants. C'était des soutiens un pour l'autre. C'était le meilleur soutien psychologique. Ce n'est pas le psy qui arrivait à faire nous remonter la pente. Pareil, ici, c'est une histoire d'un cancer mammaire après.
Là, c'est une autre histoire de surcharge. Et de soutien complémentaire très important, ces histoires d'amitié réelles qui vont se développer pour la vie. Des encouragements de soutien. Et ça, quand je dis que j'apprends de patience, c'est le meilleur exemple. Regardez, on a fait le groupe et à un certain moment on disait mais c'est trop superficiel. Les patients, ils vont mettre même, vous voyez, avant de descendre au bloc opératoire, dernier repas, parfois les bas de contention avant de descendre. Je dis mais Carole, ça me plaît pas. C'est un peu trop superficiel, ça devient n'importe quoi le groupe, ça me plaît pas. Mais en disant et en discussion, je réalise autre chose. Tous ces patients, quand ils arrivent au bloc opératoire, ils sont moins stressés. Le patient, ça fait environ 10 ans en France qu'ils vont venir sur leurs jambes au bloc opératoire, justement pour se sentir moins malade. Donc pour diminuer le stress du bloc opératoire. Je dis, mais si le patient, il a mis la photo et il a reçu des encouragements virtuels des autres membres du groupe, et il a déstressé, c'est qui moi qui va juger que ça c'est superficiel si le résultat à la fin c'est que le patient va être moins stressé au bloc opératoire. L'anesthésie ça déroule plus facilement quand on a plus les drogues et on avance. C'est un messager de CCO. Ça nous arrive parfois d'aller pas arriver. Joyeux Noël, là on était à la radio avec Anne-Carole, une de notre diète. C'est un message aussi de découvrir parce que c'est comme avec le Covid, je dis. La médecine doit avoir un peu ses limites. Le Covid, on a eu le Covid, on vous avait fait une fois le Covid, c'est bon, vous êtes guéri. On va faire le vaccin, c'est bon, on a résolu le souci de Covid. Donc la médecine, on doit être un peu plus humble parce que maintenant on voit des patients qui ont eu 100 fois le Covid, qu'on a fait 3 vaccins et que parfois on peut encore avoir le Covid. Donc tout ce qu'on dit à un certain moment en médecine, on doit être validé par le temps. Et on a des soucis à long terme, de la chirurgie aussi bariatrique, les complications biliaires pour les patients qui perdent, à 6 mois, 32% des patients qui peuvent développer des calculs dans la vésicule, des caillots, et que les patients doivent être suivis. Le reflux, on parle à long terme, maintenant c'est obligatoire à 5 ans, et c'est même pour ça que j'ai insisté avec M. Lorito-B d'avoir l'endoscopie à la clinique, et je suis sûr qu'on va l'avoir d'ici dans un an maximum, d'avoir, parce que les patients doivent bénéficier de surveillance à long terme, de surveillance endoscopie. Et quand on dit que la chirurgie bariatrique, ce n'est pas un miracle, et que les résultats, on doit se battre, si nous on le dit en tant que médecin, le patient il entend ou il n'entend pas. Mais quand le patient, l'autre patient il va le dire, le patient il va l'entendre encore mieux. Qui est d'abord, qui doit considérer, qui doit participer à la prise de conscience de sa pathologie, de son obésité, mais également participer à l'effort qu'il faut faire pour accompagner tout ce qu'on lui propose comme traitement. Donc le traitement ne va que l'aider, mais son engagement psychologique, moral, très important. Tout peut faire pour que moralement, physiquement, mentalement, il accepte de conduire, de continuer à faire du droit pour avoir un bien-être physique. On va être trop de termes médicaux pour le patient. On va se trouver que vous avez gastrite, vous rentrez à la maison, gastrite, ésophagie, ésophague de Barrett, qu'est-ce que c'est ça? Nous on a fait 12 ans de médecine et après on vous donne des terres et vous rentrez à la maison avec Google, on va commencer à chercher, on ne s'en sort pas. Il faut être tout simple. La première chose simple, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir? Il y a toujours, comme je dis, la chirurgie bariatrique, ce n'est pas de miracle. Il faut faire attention à 5 choses. Pour reprendre du poids, il faut faire attention tout pareil pour 5 choses pour ne pas avoir de reflux. Le premier, c'est manger doucement. Et c'est le plus difficile pour vous en tant que patient. Parce qu'avant, on mangeait l'assiette comme ça, dans 5-10 minutes. Maintenant, on va
couper l'estomac, on va manger un quart de l'assiette ou même pas, et on vous demande de manger dans 30-40 minutes. C'est facile à faire, à dire, mais très difficile à faire. Cette question, je vais d'abord dire, il faut éviter les privations. Quand on se prive, quelle que soit la quantité, c'est difficile d'être rassasié après. Après, vous aurez fait l'observation quand vous jeûnez, par exemple. Après les moments de jeûne, vous mangez plus et vous n'êtes pas vite rassasié. C'est une réaction normale de la part de notre organisme. Après les moments de privation, les signaux de satiété sont désactivés et les signaux de faim sont plus activés. C'est pour ça que dans le processus de la perte de poids, il faut éviter les privations au maximum. Plusieurs patients sont souvent étonnés quand ils viennent pour perdre du poids et on leur dit vous devez forcément prendre les 3 repas principaux de la journée, prévoir au moins 2 collations, ça fait que vous devez manger pratiquement 5 fois par jour. C'est ce qui est normal. Mais quand on se prive, on a du mal à se rassasier. C'est bon. La première question, c'était par rapport à la durée de l'activité physique. Donc, comme j'ai dit, quand vous allez venir chez nous en cardiologie, on va vous donner des conseils qui sont quand même donnés sur la base d'études qui ont été réalisées. Et on a dit qu'il faut que chacun choisisse le type d'activité physique qu'il aime. On va donner aussi l'exemple de la marche. Par exemple, quand on va dire à quelqu'un de marcher pendant 30 minutes par jour, si c'est la marche qu'il choisit, ça ne sera pas une marche comme si on accompagnait quelqu'un par contre, on va dire de faire de la marche rapide. Parce que dans votre intervention, vous allez aborder la phase où l'organisme se prépare. Donc, s'il a marché tout doucement pour pouvoir faire une sorte d'échauffement avant de démarrer, cet échauffement-là n'est pas inclus dans les 30 minutes. Mais les 30 minutes d'activité physique qu'on conseille par jour, c'est sur la base d'études qui ont été réalisées et qui ont prouvé scientifiquement que 150 minutes d'activité physique par semaine, c'est suffisant pour maintenir un niveau d'exercice régulier pour le cœur, prévenir les maladies cardio-respiratoires. Et c'est sur ça que l'on va se baser pour donner des conseils. Parce que quand on va commencer par aller au-delà, ça va devenir de la contrainte pour le patient. Et le plus tôt possible, on va éviter de vous donner des conseils qui seront très contraignants pour vous. Donc, on va insister sur le fait que chacun choisisse ce qu'il aime, ce qui peut être la marche rapide, quelqu'un peut aller à sa logique, quelqu'un peut faire simplement de la danse, de la natation qui est un sport très compliqué du tennis. Et si vous arrivez à faire 30 minutes par jour, c'est déjà bien. Si je reçois un patient qui a 80 ans, là, par exemple, je lui dirais même pas 30 minutes par jour. Je vais lui dire oui, essayer de faire régulièrement de la marche, de 3 fois par semaine, c'est déjà suffisant. Donc, c'est des choses qu'on essaie de nuancer. Mais si je reçois un sujet joli à 30 ans, je peux conseiller d'aller au-delà. Donc, on donne des conseils quand même. On prend en charge le patient, mais essayons aussi de ne pas être délétère, de ne pas altérer sa qualité de vie. Et la seconde chose, c'était par rapport à l'épiscopat corporel. Oui, vous avez raison, parce qu'il y a même des balances qui existent actuellement, que les nutritionnistes utilisent beaucoup d'ailleurs, qui permettent de déterminer la masse grasse et la masse musculaire. Quand on se retrouve face à des sujets sportifs, quelqu'un qui prend beaucoup de poids, il y aura une masse musculaire importante. Quand il y a aussi une capacité limite, on va vraiment gérer par cas, au cas par cas. C'est ce que tous les médecins font dans leur pratique. On prend en charge un patient en tenant compte de tous les facteurs qui lui sont liés et en essayant toujours de maintenir l'équilibre, soigner sans nuire au patient. Tout à l'heure, vous avez posé une question par rapport à la faim, par exemple. Et le docteur vous a donné des conseils par rapport à ça. Dans la question, j'ai entendu, est-ce qu'il y a par exemple des médicaments pour faim auxquels on peut avoir recours? Parce que moi, c'est une question que mes patients me posent beaucoup en consultation. Et dans ce cas-là, moi, je ne le dis pas forcément qu'il faut l'éviter parce qu'ils ont conseillé tout ce qu'il faut faire. Et parfois, nous-mêmes, il nous arrive d'avoir des maladies. Si j'ai souvenir de ne pas être la faim là, au lieu d'aller, par exemple, commander un burger, un fast-food, s'il y a une petite banane à côté, je peux prendre ça. Et c'est un excellent pour faim. Je préfère utiliser cette solution
qui est celle dans l'urgence que de recourir à un médicament. C'était ce que je voulais dire. Par rapport à l'activité physique, 30 minutes d'activité physique, c'est ce qui est idéal. Donc, la question que je voudrais vous poser, c'est le fait d'utiliser l'activité physique uniquement pour perdre du poids. Ceux qui utilisent uniquement l'activité physique pour perdre du poids, c'est clair qu'ils feront des activités très intenses. C'est dans ces cas-là qu'il faut plus de 30 minutes. Il y en a qui font des heures par jour pour perdre du poids. Ce n'est pas un truc qu'on peut maintenir sur le long terme. Certes, la personne pourrait avoir le résultat, mais dès qu'il va arrêter, parce qu'à un moment donné, parce que la fatigué sur dès qu'il va arrêter, donc il ne faut pas se baser uniquement sur l'activité physique pour pouvoir perdre du poids. L'activité physique est un plan de vie pour aller perdre. Par rapport au salaire, Je vais tenter une approche de réponse à la demande de la nutritionniste et donc très formellement. Parce que dans la question, on a entendu quand même, on ne mange pas beaucoup, on prend beaucoup de fruits. Et le principe de base, comme on a dit tout à l'heure, c'est l'équilibre. Donc il faut déjà que la nutritionniste puisse évaluer ses besoins en fonction de ce qu'elle dépense en énergie, ce qu'elle fait comme effort dans la journée. Et à part ça, quand on dit il faut prendre 5 portions de fruits et légumes dans la journée, ça ne veut pas dire qu'il faut inverser les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre très peu de glucides et puis se concentrer uniquement sur les fruits et les légumes. Parce que ça peut devenir un piège pour notre cercle vicieux. J'ai reçu un patient qui se plaignait, il est tout le temps ballonné, et dit pourtant il suit tous les conseils, il mange sain, il prend beaucoup de fruits pendant la journée, il prend même beaucoup plus de fruits que l'alimentation normale. J'ai dit non, quand on dit d'intégrer les fruits et les légumes dans l'alimentation, ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps manger des crudités, parce qu'à ce moment-là, on tombe dans le risque que l'intestin produise beaucoup plus de gaz et qu'on soit ballonné tout le temps. Donc c'est une question d'équilibre. Il y a la portion de glucides qu'il faudra dans l'assiette, il y a la portion de légumes, il y a la portion de protéines, et on va essayer de maintenir cet équilibre-là le plus possible. Il ne s'agira pas de prendre des fruits tout au long de la journée. Je passe à la question. Je crois que le docteur a déjà donné assez de détails, je voudrais préciser. Elle a parlé de l'être physiquement, elle a l'impression qu'il n'est pas possible. Aujourd'hui, l'obésité, c'est malheureusement une norme dans notre société. Et quand on voit une personne, parfois même, on voit des sujets obèses, mais dans notre culture, bien dans notre concept de l'obésité, on se dit peut-être que cette personne-là n'est pas encore obèse, alors que quand on calcule l'indice de masse corporelle, elle est déjà obèse. J'aimerais préciser aussi que l'indice de masse corporelle seul ne suffit pas pour apprécier l'état nutritionnel du sujet. Il faut connaître sa masse grasse, la quantité de masse grasse qu'elle a de son organisme et la quantité de masse musculaire pour voir sur quoi il faut agir. Si on prend par exemple les grands sportifs, on ne va pas se baser seulement sur l'indice de masse corporelle. Il y a ils ont plus de muscles, ils peuvent être en obésité sans avoir de masse grasse. Donc il faut vraiment étudier, ce cas-là et voir qu'est-ce qu'il y a à la cause vraiment de tenir l'équilibre facilement. Deux choses, même par rapport à l'activité physique. Aux États-Unis, il y a le football américain et il y a, ça s'appelle une association des anciens footballeurs américains qui ont créé un groupe, ça s'appelle l'association, qui est lié à ASMS, American Society of Metabolic and Bariatric Surgery, parce que les grands sportifs, les sportifs de haut niveau, ils ont fait beaucoup, comme vous avez dit tout à l'heure. C'était sur le sport, mais pas 30 minutes, beaucoup plus de fois dans la journée, et tous les jours, et des activités très intenses. L'organisme est mis à l'extrême.
une fois qu'on va arrêter cette activité physique, il y a le gros souci de prise de poids pour les sportifs de haut niveau. Ça, c'est aux États-Unis pour le football américain. Moi, dans le sud de la France, surtout à Toulon, j'ai opéré plusieurs, et même des filles, qui ont fait de rugby de haut niveau. Et au moment qu'ils vont arrêter cette activité, il y a ces problèmes de poids. Et je reviens sur l'idée de l'IMC, il n'est pas le meilleur critère, parce qu'un sportif de haut niveau, surtout de rugbyman, il va avoir beaucoup de masse graisse, et même en post-opératoire, parfois on a des patients, et on utilise l'impédance-métrie, nous on a dans le centre systématique les patients, et on voit parfois une dame qui a 67 ans, qui va être opérée d'une chirurgie bariatrique, qui a un IMC à 38, ou un ancien rugbyman qui a un IMC à 38, puis quand on regarde sur la masse musculaire et sur le pourcentage, c'est deux complètement différents. L'IMC, il est dans la poubelle à ce moment. Dans cette comparaison, il est dans la poubelle. Un. Deuxième, on voit des patients quand ils perdent du poids. Parfois, ça arrive à post-chirurgical, le patient il va commencer à faire beaucoup d'activités. Je me rappelle un patient de Londres qui faisait 53 km de vélo. Donc vous imaginez que c'était plus de 30 minutes. Et il me dit, mais ça fait 2 mois que je n'ai pas perdu du poids. C'est pas grave. Parce que c'est cette transformation de masse graisseuse en masse musculaire. Et le total, il est le même. Mais l'organisme, ce n'est pas du tout le même. Donc, essayez, et avec ce que vous avez dit, j'ai beaucoup aimé la phrase que vous avez dit, de ne pas faire des excès au niveau des fruits, d'essayer de ne pas tomber dans le piège. Et il faut et je pense que ça c'est le message de la soirée, il faut qu'on essaie de ne pas tomber dans les pièges de l'extrême, ni pour l'activité physique, ni pour le sport. Il faut être modéré dans tous ces facteurs, parce qu'à la fin de la journée, l'obésité c'est un problème multifactoriel. Et ça ne sert à rien de s'adresser à un seul facteur quand les autres, c'est pas bon. Donc, on essaie d'être beaucoup plus équilibré, de traiter un peu tous les assiettes, on va dire, de la table, parce que tous les assiettes, ça participe à ça. Je pense que dernièrement... Je voudrais demander à la personne en ligne de bien vouloir consulter un des médecins, de bien vouloir venir en consultation, et on va pouvoir l'aider avec ses conseils-là sur l'obésité. Vous aurez, si vous avez mon numéro de téléphone, si vous ne l'avez pas, je vous le donne en même temps, c'est 95 2 fois, donc 95 39 12. Docteur Olo, vous m'envoyez votre contact et votre mail pour qu'on vous fasse parvenir l'enregistrement de cette conférence. Merci, très bonne soirée à vous. Les discussions pourront continuer après, comme on dit, en coulisses, dans les couloirs et même par WhatsApp. N'hésitez pas, nous sommes disposés à vous répondre au maximum de questions. Merci aux intervenants. Dr Joris, merci beaucoup. Je sais que Rebecca, très impliquée, et Marius, je vous les applaudir maintenant. Bonsoir, c'est Marius Nedelcourt. Je suis chirurgien de l'obésité, de chirurgie bariatrique dans le sud de la France. J'ai accepté avec grand plaisir l'invitation du professeur Aurélie Tobé de faire cette soirée dédiée à la prise en charge à côté de mes collègues nutritionnistes, cardiologues. C'était très enrichissant parce que c'était inédit qu'il y avait une conférence où c'était mélangé la présence de patients, la présence des médecins, les échanges qui sont à la base de tout ça entre les patients et les médecins. On parle d'une maladie qui est l'obésité, une maladie multifactorielle et qui doit être attaquée de tous les côtés. Qu'est-ce que je retiens de c'était une magnifique soirée. Il n'y avait pas énormément de participants, mais
très convivial au niveau des échanges entre les médecins, les patients, pour avancer sur cette pathologie complexe. Beaucoup de projets dans l'avenir. Je pense que la prise de conscience parmi les médecins, parmi les patients, il y a beaucoup de travail à faire dans l'avenir et de là tous les projets à développer pour arriver pas à combattre complètement ces pathologies, mais déjà le traiter de façon plus efficace. La chirurgie, c'est une partie. La chirurgie sans autre participation, ça va être inutile. Ça va être pas inutile, mais ne va pas avoir les mêmes résultats qu'on attend. Et ici, au clinique Sainte-Anne d'Afrique, avec l'aide du professeur Aurélie Togbe, on a beaucoup discuté, il est venu, on a passé des semaines et des semaines de discussions, de mise en place de centre obésité Cotonou. Et on essaie petit à petit d'agrandir l'équipe, de discuter de ces problèmes, de prendre conscience de l'obésité et d'avancer. Et c'est la deuxième fois, ça fait il y a un an que je suis venu. Ça me fait toujours plaisir et de découvrir. Il y a des différentes choses qui sont différentes et qui ça va nous enrichir personnellement. Et si on peut aider toujours, c'est une bonne chose.